Eh bien, bonjour, salut Annie, Madame de Saint-Pel, Madame Doquier, Madame Bioro, l'EHPAD, toute l'équipe de l'EHPAD, le hameau de la Bouquière, bonjour. J'espère que vous allez bien. On attaque cette deuxième journée de webinaire consacrée au bien vieillir et on va parler du label Humanitude, un autre récit sur les EHPAD. C'est comme ça que s'appelle le webinaire que tu as construit, Annie, après qu'on t'ait invité avec plaisir à cette session. Est-ce qu'en quelques mots d'introduction, tu peux nous faire le pitch de ce qui va se passer pendant une heure? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je vais vous raconter le livre que je viens de faire, qui est le second ouvrage pour les professionnels, pour le grand public, qui est le portrait des premiers labellisés Humanitude. Donc, je vais vous raconter le label. Et puis, ce label, il va être mis en images et en mots avec les labellisés qui sont autour de la table. Donc, l'équipe de la Croix-Rouge russe, l'équipe du hameau de la Loupière, l'équipe de Compiègne, l'équipe de Saint-Germain-en-Ville, Saint-Germain-la-Ville, avec Madame de Saint-Pel. Et en fait, on va faire le tour comme ça du label tous ensemble et répondre à vos questions. Ok, parfait. Eh ben, moi, j'ai fait le job d'introduction puisque sur ce webinaire, je ne travaille pas beaucoup pour une fois, c'est bien. Je vais pouvoir me reposer. Je vais éteindre mon micro, je vais éteindre ma caméra. Et bien sûr, on vous suit, on vous regarde. Et on est en direct, je vous le rappelle, sur le site silvereco.org, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn en même temps. Et on vous écoute avec attention pour justement voir quelle singularité on peut mettre en place dans cette logique de label, comment ça se place, comment ça se met en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça s'améliore et aille dans le bon sens. OK pour vous. Annie, je te laisse la parole. OK pour nous. Donc, je vous laisserai vous présenter les unes après les autres. Alors, moi, je préfère quand même que chacune dise un petit mot sur son établissement maintenant. Alors, on va commencer. Allez, moi, je vois Angélique du hameau de la Loupière. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la structure, s'il vous plaît? Donc, notre structure, on est une association à but non lucratif. On a en tout un EHPAD. On a un service de portage de repas à domicile, un service d'aide à la personne, à Donne Service, et on est en cours de création de résidence senior actuellement. Donc, notre établissement, pour ce qui concerne l'EHPAD, donc on a commencé à faire les formations Humanitude en 2007 et on s'est engagé vers le label à partir de 2014, label que nous avons obtenu en 2019. Et donc, nous sommes toujours dans cette dynamique du label. Notre établissement, on a en tout 75 résidents avec un GMP à 720, un pathos à 218. Notre taux d'encadrement actuel est à 0,75. Et que dire de plus au niveau de l'EHPAD, donc on va dire, quatre services. On a le jardin Bourguignon qui accueille des résidents plus ou moins autonomes avec des troubles cognitifs débutants. On a le service du jardin d'Orient, qui est une unité de vie protégée qui accueille principalement des personnes qui ont des troubles cognitifs. On a un PASA dans lequel Nadège travaille, qui est une ASG, donc qui accueille des résidents sur la journée. Et donc, on a un hébergement temporaire de 3 places. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur notre association. Merci beaucoup. On va passer dans le sud, on va aller à Nice. Avec le beau temps, vous pouvez voir à travers la fenêtre. Bonjour tout le monde. Donc Fanny Biro, je suis la directrice de l'EHPAD de la Croix-Rouge russe à Nice, qui est aussi une association à but non lucratif. Nous, on a un CMO à Oussou, du côté de l'Auvergne, et donc notre EHPAD qui est situé en plein cœur de Nice, entre la Libération et Cimiez, pour ceux qui connaissent. On a une capacité de 87 habitants. Là où on a quand même pas mal de chance, c'est qu'on a eu plusieurs labellisations, notamment donc un PASA de jour en 2014, un PASA de nuit là, en 2021, et on a également une UHR, donc une unité d'hébergement renforcée,
qui a été labellisé en décembre 2018. Donc, ça nous permet d'avoir un beau ratio aussi de 0,7 avec 63,5 ETP. On a un PMP de 237, un GMP de 782 et on est 100% habilité à l'aide sociale, donc pas cher, avec un tarif journalier d'à peu près 67,28 €. On s'est engagé, enfin l'ancienne directrice s'est engagée dans le label en 2014 aussi, il me semble, et puis a été labellisée une première fois en 2016 et on a eu la version 2 du label qui est bien plus dure pour ceux qui ne connaissent pas encore, en 2021. Voilà ce que je peux vous dire à peu près sur notre établissement, sur notre maison. Merci beaucoup Fanny. On va descendre en Vendée. Bonjour, donc Jeanne Chantal Doquier, directrice de l'EHPAD Les Mimosas à Commequier, donc qui accueille 68 habitants, pas d'unité renforcée, pas de PASA, pas d'unité Alzheimer, juste 68 places en hébergement permanent. Donc la particularité de l'établissement est qu'on a expérimenté depuis 2011 la télémédecine. On a commencé les formations Humanitude en 2012 et on a été labellisé en 2016, en novembre 2016. Et là, on s'est inscrit dans le renouvellement du label prévu normalement pour octobre 2022, cette année. Donc, GMP 671, PMP 194. Donc, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé en 2019 jusqu'en 2024. Donc là, on a décidé de faire une coupe à blanc parce qu'on a le droit de le faire et qu'on veut renégocier des moyens. Parce que le gros problème, c'est qu'avec Humanitude, on réautonomise les habitants et que du coup, les indicateurs qui sont aujourd'hui d'actualité pour la négociation des moyens ne correspondent plus aux établissements labellisés. Donc, alors après, il y a certaines ARS qui acceptent des négociations. Chez nous, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il faut qu'on se batte pour obtenir des moyens supplémentaires pour aller plus loin encore dans Humanitude parce qu'aujourd'hui, on travaille avec cette philosophie de soins, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et il faut vraiment se battre pour avoir plus de moyens, pour continuer encore et toujours à aller dans le sens de cette philosophie de soins. Donc, le projet de l'EHPAD des Mimosas, c'est vraiment de pouvoir ouvrir un EHPAD, alors on dit à domicile, EHPAD du futur, EHPAD de demain, EHPAD centre ressources territoriales aujourd'hui, on regarde des décrets qui viennent de sortir. Voilà, donc c'est vraiment notre projet, on voudrait bien développer ça. On a un peu cette fibre-là. D'intérieur, extérieur. Vous allez nous le raconter tout à l'heure sur la partie ouverture. Voilà. D'accord ? Ça, on va revenir dessus. Et on va remonter dans le nord chez Madame de Saint-Pel, enfin dans le nord, dans l'Aube. Dans la Marne pour l'EHPAD. Donc, moi, je suis Françoise de Saint-Pel, directrice retraitée de la résidence du Parc à Saint-Germain-la-Ville. Retraitée, mais toujours un petit peu dans le coup, puisque je n'ai pas de remplaçante et que actuellement, nous sommes en pleine reconstruction de l'établissement pour en faire un établissement pilote avec des petites unités où on vivra comme à la maison le plus possible. Donc voilà, l'établissement accueille 100 habitants en hébergement permanent. Nous avons une place d'accueil temporaire, 9 places d'accueil de jour, un SIAD de 28 places. Et en 2011, nous avons inventé ce qui s'appelle maintenant PASA de nuit, mais qui, à l'origine, s'est appelé le Noctambule et restera pour nous le Noctambule, puisque l'ARS nous avait dit que les PASA de nuit, ça n'existait pas. On voit maintenant que beaucoup d'établissements ont des PASA de nuit, donc c'est une bonne chose, puisque ça s'est répandu et que c'est pour le plus grand bien des personnes accueillies. Donc l'établissement a été labellisé en 2018. Nous aurions dû avoir une visite juste au sortir du confinement, enfin début 2021. Et ça ne s'est pas fait. Là, c'est prévu pour 2022, mais il y a un petit souci de déménagement de l'établissement. En fait, la visite tombe juste dans la semaine du déménagement, donc ça va être un petit problème.
Là, on est en train de travailler avec les équipes justement sur l'organisation de ce déménagement. Les projets, donc, c'est d'habiter le nouvel espace qu'on a construit. Alors, ça n'a pas été sans difficulté parce que, bon, c'est vrai que les financeurs et les décideurs ne voient pas forcément l'intérêt du projet que nous avions développé. Mais finalement, maintenant qu'il est pratiquement terminé, en tout cas pour sa première partie, les collègues qui viennent visiter, la personne qui fait l'intérim dit oui, c'est l'EHPAD du futur et c'est un super établissement. Donc, notre projet, c'est de le faire vivre vraiment. J'en ai fait un premier livre qui est reparu là et qui s'appelle « J'aide mon parent à vieillir debout », qui est un livre qui s'adresse essentiellement aux aidants et aux salariés aidants qui aident un parent avec 10 chapitres hyper pratiques où on prend par la main l'aidant et on essaye de l'amener, de l'accompagner pas à pas jusqu'à la fin de la vie de son proche, en passant notamment par les établissements. Et là, les établissements, on les forme. On les forme à la démarche humanitude. Donc, les établissements choisissent de venir avec nous parce qu'ils ont besoin d'aide pour renforcer les compétences et les techniques de leur personnel de manière à accompagner le mieux possible les personnes qu'ils accompagnent. Ils accompagnent des personnes que vous avez entendues qui sont polypathologiques, qui ont des handicaps qui sont parfois en fin de vie. Et pour accompagner ces personnes-là, il faut outiller la bientraitance. Donc, l'humanitude, c'est quoi? C'est une philosophie de soins, plus de 150 techniques de prendre soin au service d'une vision. Et la vision, je vais vous le montrer tout de suite, c'est les 5 principes du label. C'est-à-dire que la vision, le rêve, c'est que ces 5 principes-là que vous allez entendre là pendant encore un bon moment, parce que c'est vraiment notre pilier. Nos piliers, c'est notre étoile. Le rêve, c'est que dans tous les services, tous les jours, on soit en capacité de ne plus faire de soins de force sans abandonner les soins, de respecter la singularité, l'intimité, de vivre et mourir debout, d'ouvrir sur l'extérieur, d'être ouvert sur l'extérieur, donc dehors, mais aussi de recevoir de l'énergie pour pouvoir continuer, et d'être un lieu de vie, lieu d'envie. Alors, pour faire ça, concrètement, l'histoire du label, c'est que les établissements qui se sont formés à l'humanitude se sont rendus compte qu'il fallait pouvoir digérer l'ensemble de ces apports. Ces formations humanitudes sont délivrées par des formateurs qui sont présents sur tout le territoire via des instituts Gineste Marescotti. Et ce sont les auteurs de l'humanitude, Rosette Marescotti et Yves Gineste, qui ont préfacé le livre, donc qui expliquent l'histoire de l'humanitude, d'où ça vient, et comment on le déroule, comment on outille par des techniques très précises qui vont permettre de professionnaliser le lien entre la personne qui est aidée et la personne qui aide. Si on n'outille pas ce lien, la maladie, la situation de soins, la pression de l'organisation, la culture soignante, plein de pièges vont empêcher ce lien. Et là, tout le travail qu'ont fait les établissements, c'est de se rendre compte de ces pièges et de vouloir les déminer, d'outiller les professionnels, tous les professionnels, parce que c'est en pluridisciplinarité, pour que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on soit en capacité de respecter ces 5 principes. Et donc, l'histoire du label, c'est que déjà, il a fallu qu'on se mette autour d'une table pour créer le référentiel, parce que derrière les 5 principes, il y a des centaines de critères. Et les 5 principes sont rangés et sont outillés dans une démarche qualité, dans un référentiel qui est mis à disposition sur une plateforme Internet qui s'appelle Encodea. Les établissements vont remplir cette plateforme, se rendre compte de la situation dans laquelle ils sont à un instant T, et petit à petit, faire évoluer les compétences et monter en compétences sur chacune des branches de l'étoile pour répondre au principe du label. Et quand ils se sentent prêts, en général, ils mettent 3 ans, 4 ans, ça peut être plus longtemps. Mais quand ils se sentent prêts, formation après formation, outillage après outillage, évaluation après évaluation, ils vont demander le label. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je vous présente le portrait des premiers labellisés. Donc, parmi ces tout premiers, vous en avez 3 autour de la table qui vont reprendre la parole par la suite. Et je voudrais qu'on passe en revue ensuite les impacts du label et les enseignements et les limites du label. Parce qu'on sait tous très bien, et on le verra au fur et à mesure qu'on va présenter les principes, on va voir que ça a des impacts
positif pour la qualité de vie des habitants, en termes de reverticalisation, en termes d'urgence évitée, hospitalisation évitée, médicaments évités, mais ça a aussi des impacts sur la qualité de vie au travail, puisque si vous arrivez à améliorer la qualité de vie des uns, vous améliorez la qualité de vie au travail des autres. Mais ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas les moyens de le faire. C'est ce que disait Madame Dequier tout à l'heure. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de pouvoir accompagner les personnes, les choses n'avancent pas. Et donc, l'idée du livre, c'est d'être un outil de communication. Donc, c'est un livre très pratique, qu'on a essayé de rendre le plus didactique possible avec les images et les témoignages des labellisés pour que les politiques s'en emparent et fassent en sorte que l'aide à l'autonomie change avec des indicateurs qualité différents et avec les moyens pour faire tourner et accompagner les établissements. Et c'est aussi ce que dit Marie-Françoise Fuchs, qui est membre fondatrice de l'association Hold Up, Vieux Debout, qui a postfacé, qui a fait un peu la conclusion du livre en tant que personne âgée, en tant que personne de plus de 90 ans maintenant elle-même. Marie-Françoise Fuchs a fait des immersions en établissement, dont l'établissement de la Croix-Rouge russe à Nice, et elle peut témoigner, et elle témoigne de cette réalité-là. Donc, je reviendrai vers vous avec ce support si besoin, mais on va passer en revue là, avec les établissements autour de la table, l'ensemble des principes qui sont ici. Alors, on va commencer par le 0 soin de force sans abandon de soins. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans l'organisation d'un établissement et dans les compétences d'un établissement? Donc, c'est l'équipe du hameau de la Loupière qui va vous l'expliquer. Donc, on arrive sur le 0 soin de force sans abandon du soin. On va essayer de voir tout ce qui va être vers le 0 contention en établissement, tout ce qui est le report de soins et l'organisation ajustée. Donc, pour le 0 contention, ça comprend la contention physique, donc tout ce qui va être barrière au lit, fauteuil coquille, frein sur un fauteuil roulant, tout simplement, parce que si on met quelqu'un le long d'une table et qu'on met les freins sur un fauteuil roulant, ça peut être une contention. Un fauteuil trop bas où une personne ne peut pas se relever, et tout ce qui va être ceinture pelvienne ou coussin avec un petit pull boy au milieu, où, du coup les personnes ne peuvent pas se relever. Du coup, chez nous, on a essayé de privilégier tout ce qui était dit Alzheimer, pour les personnes qui sont atteintes de démence. Il faut faire attention à ça aussi parce que les lits qui sont trop bas, les personnes ont du mal à se relever, donc ça peut aussi être une contention. On a mis en place aussi des matelas de sol, on a mis en place des plans de compensation, c'est-à-dire que quand on a fait le bénéfice-risque de la contention et qu'on met une contention en place, on refait une compensation derrière au niveau de la contention, c'est-à-dire qu'on peut aller faire marcher quelqu'un, on peut lui proposer une balnéo, enfin tout ce qui peut être bénéfique pour elle. Tout ce qui va être coussin bille de positionnement peut aussi être une contention. Et on utilise aussi la méthode canoë. Donc la méthode canoë n'est pas du tout une contention, mais elle peut l'être au final si on l'utilise comme ça. La méthode canoë, chez nous, elle est utilisée très souvent en fin de vie. On l'utilise très peu avant. Ça nous arrivait il y a peu de temps de l'utiliser, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, on l'utilise vraiment pour les fins de vie. Pour la deuxième partie, donc on a tout ce qui est contention chimique, soit les neuroleptiques. Chez nous, on a réussi à baisser de 30 résidents à 10. Donc, on n'est pas à 0 au niveau neuroleptique, on n'a pas réussi. Au niveau des médecins, etc., on a quand même beaucoup évolué là-dessus parce qu'ils en prescrivent moins. Après, il y a des des habitants qui ont besoin de neuroleptiques parce que peut-être qu'on n'est pas assez dans la gestion des CAP, peut-être qu'il faut qu'on s'améliore là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir en comité consultatif. Mais voilà, pour l'instant, on a quand même déjà fait une vraie avancée là-dessus. Du coup, l'objectif, c'est d'aller vers 0 contention. L'objectif, c'est d'être dans l'évaluation continue et dans le déploiement des outils pour que vous alliez dans une évaluation personnalisée. Donc, c'est logique. C'est à toi.
Et donc, du coup, là, on arrive à la contention psychique et je laisse Nadège parler. Pardon. Alors, on a mis en place des repas accompagnés pour ne pas tout le temps dire aux résidents manger, rester assis, justement pour leur donner, pour maintenir leur autonomie. Et prévenir la dépendance. On maintient un contexte relationnel, c'est-à-dire qu'on reste avec les résidents pendant le repas pour leur donner l'envie dans la discussion et l'échange, justement, d'avoir envie, maintenir le plaisir et l'envie de manger. Ça limite aussi les troubles du comportement durant le temps du repas. Donc, avant, on faisait des repas thérapeutiques, mais avec la crise sanitaire, du coup, maintenant, c'est des repas accompagnés et donc, ça permet plus d'échanges avec les résidents. Repas thérapeutiques où on mangeait avec eux. Voilà, on mangeait avec eux. Donc, on espère la levée du masque voilà. pour reprendre Donc, on ne mange plus avec eux, mais on a toujours cette relation avec eux pour leur donner l'envie dans la discussion. Et puis, ça leur donne de l'intérêt d'être avec eux. Comme ça, on sait aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour aller vers zéro contention dans le zéro soin de force, on voit bien que c'est pluridisciplinaire dans ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça comporte, évidemment, ça implique les équipes soignantes, mais ça équipe les équipes de vie sociale et ça mobilise les équipes de restauration aussi. Et donc, en quatrième partie, on a tout ce qui est contention architecturale. Donc, on a dans notre résidence un petit lieu qui s'appelle le Jardin d'Orient, où nous avons des personnes atteintes de démence, donc nous en avons 27. Et c'est un lieu pour lequel nous rentrons par digicode. On rentre aussi par un digicode dans la résidence. Donc, on a 2 endroits où on rentre par le digicode. Les résidents peuvent aller et venir comme ils le veulent toute la journée. Il n'y a aucun souci là-dessus, sauf du coup dans le Jardin d'Orient, là où nous avons des personnes démentes. Du coup, pour pallier à ça, donc le plan de compensation, on ouvre toutes les après-midi, chose qu'on a arrêté de faire quand il y a eu le Covid, parce que du coup, on avait des personnes qui déambulaient absolument partout, et alors là, pour gérer, c'était compliqué. A contrario, on s'est aperçu qu'il y avait des fois des caps en moins, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui voulaient sortir quand on ouvrait et qui tapaient derrière la porte, et c'était assez dur comme image en fait, et ça, c'est des choses qu'on n'a plus. Parce que ça reste quand même un lieu de vie qui est grand, hein, cette partie-là, donc on voulait absolument ouvrir sur l'établissement. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va rediscuter aussi en comité consultatif, parce que où est le bénéfice, etc. Voilà, on va essayer de voir ça. Par contre, nous, ce qu'on aimerait, c'est ne plus du tout avoir de digicode un jour. Enfin voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Quand c'était ouvert, il y avait quand même une diminution des caps parce que les personnes pouvaient aller et venir là où elles voulaient. Et comme je vous disais, à contrario, maintenant que c'est fermé, on a une diminution des caps. Enfin, on a plus de cap avec cette porte. Donc voilà, où est l'importance de la porte, de l'ouverture de la porte, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on retravaille. Voilà. Donc ça, c'est un des grands soucis. Est-ce que vous avez eu des remontées de la part des familles? Est-ce que vous avez eu du mal ou est-ce que vous avez eu une stratégie vis-à-vis des familles pour leur expliquer l'objectif du zéro contention? Alors, les familles avec le digicode n'ont pas de soucis particuliers. C'est vrai que ce n'est pas les familles qui nous posent problème. Ça va plutôt être nous dans notre réflexion et dans cette histoire de liberté, en fait, où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'on laisse la liberté des résidents qui sont atteints de démence, où est la surveillance. Ce qui peut quand même faire peur, ça va être cette histoire de pouvoir aller et venir, mais sous quelle surveillance? Est-ce qu'on est assez nombreux? Est-ce que voilà, c'est des choses. On a une grosse nationale qui passe à côté de l'EHPAD, même si on a part de parc. Donc voilà, où est la surveillance, quel côté mine de rien sécuritaire avec cette histoire de liberté. Je pense qu'on a un gros travail à faire dessus, mais sachant que nous, notre jardin d'Orient est quand même ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des patios qui sont fleuris, etc. On a le jardin, enfin voilà. Il y a quand même énormément de choses à faire de ce côté-là. Ils ne sont pas juste dans une salle. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est report de soins.
Chez nous, on essaye d'adapter les heures de prise en soin. Tout est fait en fonction du PAP, donc le projet d'accompagnement personnalisé, et de la toilette prescrite et de la toilette évaluative. On adapte les heures des prises en soin en fonction des habitudes de vie de chacun, le plus possible. Si vraiment on a un report de soins ou on a quelqu'un qui est dans le refus, on va essayer de faire un passage par un autre accompagnant. C'est-à-dire qu'on ne va pas se forcer la personne si elle n'a pas envie de nous voir nous le matin. Hein, on peut passer la main à notre collègue ou à un autre collègue. Ça nous arrive de temps en temps de faire des prises en soins l'après-midi. Alors c'est vrai que c'est quand même assez rare. Mais dans le report de soins, et dans l'habitude de vie, on a du mal à les faire l'après-midi. Ce qui fonctionne très bien, par contre, très contrarieux, ça va être les balnéos. Tout ce qui est balnéothérapie, ça c'est fait l'après-midi et les gens adorent. Donc ça, on continue. Dans le report de soins, on a aussi l'importance des préliminaires et de tout ce qui va être les techniques de diversion. Ça fonctionne très très bien pour les personnes atteintes de démence. Hein. Et il y a laissé un temps aux résidents, un temps de repos. Oui, c'est-à-dire que quand on... Si vous voulez, prise de rendez-vous. Voilà, quand on est face à un échec, on ne revient pas dans la foulée. C'est-à-dire qu'on va redonner un rendez-vous à la personne et la collègue va revenir à l'heure du rendez-vous. Voilà. Ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt très bien. Et ça fonctionne très bien quand on le fait, même pour des personnes atteintes de démence, la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que la personne va se souvenir qu'elle a quand même un rendez-vous. Le rendez-vous, ça reste quand même très important dans l'empreinte émotionnelle de la personne. Ça va peut-être pas marcher à tous les coups, mais après, ça reste une habitude aussi de donner le rendez-vous le soir pour le lendemain. Et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et en dernier point, et je pense que c'est le point le plus important, c'est de faire de ce soin un moment agréable. Du coup, voilà, pour la mémoire émotionnelle, c'est-à-dire que si la personne qui est atteinte de démence ne se souvient pas du soin, elle va se souvenir de comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'elle va avoir une bonne image et un bon ressenti. Donc, le lendemain, elle n'aura pas d'appréhension pour revenir à ce soin. Et ça rebondit sur la qualité de vie au travail aussi. Parce que si on arrive à avoir un soin qui se passe bien, en fait, ça rejaillit aussi sur le soignant. Ça rejaillit aussi sur le professionnel qui prend soin et qui va donc recevoir de la part de celui qui est aidé une émotion positive. Donc, on est là vraiment dans le lien entre celui qui aide et celui qui est aidé. Juste après, je peux vous parler plus précisément de la capture sensorielle, donc les pré-préliminaires. Donc ça, c'est avant de rentrer chez quelqu'un, hein, parce qu'on rentre chez eux. Le principe de frapper à la porte, qui est le toc-toc-toc en humanitude. Nous avons ensuite du coup les préliminaires. Donc là, on va venir. On tape à la porte et on attend la réponse. Et si on n'a pas de réponse, on retoque une deuxième fois. Voilà. Nous avons après du coup les préliminaires pour rechercher le consentement verbal de la personne. L'importance clé du regard, de la parole, du toucher. Exactement. Ensuite, on a le rebouclage sensoriel, qui est un maintien permanent des deux piliers relationnels, hein, donc le regard et la parole et le toucher. On a ensuite la consolidation émotionnelle, donc qui est imprimé positif en mémoire émotionnelle, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, la fameuse prise de rendez-vous qui fonctionne très bien et qui valorise la prochaine rencontre. Ce qui est peut-être important de dire là maintenant, c'est une des questions qu'on nous pose toujours, c'est est-ce qu'on a le temps de mettre en œuvre les techniques humanitude? Est-ce qu'il est possible, au regard des pressions que vous avez et du rythme qu'on a aujourd'hui dans les structures, de mettre en œuvre ce genre de techniques pour toutes les personnes que vous prenez en soin? Alors, c'est possible parce que c'est quelque chose qu'on va finir par avoir l'habitude de faire. C'est-à-dire que si on en prend l'habitude, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Donc, c'est largement faisable pour les équipes. Nous, on a quand même 75 résidents. Il y a du travail. Hein. Il y a des jours où on est très en retard. Il y a des jours où ça va mieux. Mais c'est des choses qui sont faisables parce que ce n'est pas des choses qui prennent du temps. C'est-à-dire que regarder quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Sauf qu'il y a des fois, il faut juste... faire prendre conscience à nos équipes qu'elles ont le temps de prendre du recul sur leur prise en soin aussi. En fait, ce qu'on explique beaucoup dans nos formations, déjà les formations sur toutes ces techniques-là, elles sont enseignées par nos formateurs en situation réelle de travail. C'est-à-dire que les techniques qu'on vous présente là,
les équipes du hameau de la Loupière, de Nice, de Saint-Germain-la-Ville, de Compiègne, elles les ont apprises. C'est-à-dire les formateurs les ont enseignés et ont expliqué pourquoi est-ce qu'on les mettait en œuvre avec la philosophie de soins de l'humanitude. Et ensuite, elles les ont expérimentées en situation réelle de travail pendant des formations actions courtes. Ensuite, les établissements vont devoir, comme l'explique l'équipe du hameau de la Loupière, vont devoir mettre en œuvre tous les jours. Et donc, pour ça, il faut ancrer dans les pratiques. Et pour ancrer dans les pratiques, il y a des référents qui sont formés dans les structures et ces référents vont animer des ateliers qui vont être complémentaires aux formations actions initiales, on va dire. Et ces référents vont animer des ateliers qui vont ancrer le pourquoi et le comment du toc-toc, des regards en humanitude, des paroles, des touchés pour animer le rebouclage, le sens de la prise de rendez-vous, le tout lié dans le système d'information de la structure. Parce qu'elle parle. Alors, l'organisation adaptée, comment vous faites? Alors, du coup, en organisation adaptée, on met en place le PAP avec l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tous les acteurs qui tournent autour de l'habitant. Et de ça, on a un recueil de nuit qui est fait, on a un recueil DE, un recueil hôtellerie et un recueil de vie sociale. Et grâce à ça, on arrive à faire notre PAP. Et donc, grâce à ça, on arrive à avoir des vrais objectifs en fonction de chaque habitant et des choses qui fonctionnent. Ce n'est pas des objectifs qui sont un petit peu abstraits ou qui sont juste écrits sur le papier. Et voilà, on arrive à avoir des vraies informations grâce à tous ces recueils-là. Voilà. Et dans des organisations qui peuvent s'adapter en termes de rythme de réveil, de rythme de coucher, de rythme de repas, etc. C'est ça. D'accord. En fait. Et donc, vous voyez, ça, c'est le gros chapitre qui s'appelle « Zéro soin de force sans abandon de soins ». Déjà, moi, je vous remercie. On peut vous applaudir d'avoir réussi à nous le synthétiser. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage? Ouais, super. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu ce premier chapitre « Zéro soin de force », nous, on le met beaucoup en avant parce qu'on s'est rendu compte que quand les équipes étaient libérées des soins de force, j'ai l'impression en tout cas, quand vous êtes remonté en compétence et que vous êtes libéré des soins de force, j'ai l'impression que le reste va peut-être pouvoir mieux se dérouler et en tout cas, vous reprenez de l'énergie. Donc, on va passer à Nice sur les deux principes qui sont le vivre et mourir debout et le lieu de vie, lieu d'envie, parce que je pense que les deux sont liés. Zéro soin de force, vivre et mourir debout, et puis après, derrière, allez, on ouvre les vannes sur les autres principes. Allez-y, Fanny, expliquez-nous ce que c'est que le vivre et mourir debout et l'ouverture. Alors, donc le vivre et mourir debout, c'est le principe de l'humanitude qui va prôner la verticalité. Alors après, le but, c'est pas que je vous fasse un cours sur la verticalité parce que vous ferez des formations humanitude qui vous expliqueront tout ça. Mais c'est le but de faire marcher ou verticaliser au moins 20 minutes par jour un habitant. Alors concrètement, nous, comment on l'a mis en place, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, on a mis plusieurs choses en place pour faire en sorte déjà de pouvoir connaître ce cumul de temps pour savoir si l'habitant va bien marcher ou pas 20 minutes par jour. Donc, je pense que voilà, beaucoup de structures sont équipées de logiciels de soins. Nous, on a la chance d'être équipés de NetSoins. Et sur NetSoins, il est possible justement de mettre en place ce cumul des temps qui va vous sortir en plus des tableaux, des statistiques. Donc, c'est merveilleux. Vous pouvez vraiment vous rendre compte et tenir ça à jour et puis faire un bilan peut-être mensuel avec tout ça en pluridisciplinarité, puisqu'évidemment, les habitants vont pouvoir marcher ou encore une fois être verticalisés soit par des soignants, même si en humanitude on est tous soignants avec un grand S au sens large, peu importe le poste que vous occupez. Néanmoins, voilà, ça va être peut-être le psychomotricien, peut-être les kinés, peut-être la psychologue au détour d'un atelier ou autre. Donc, ce qui est très important, ou tout simplement aussi un cadre qui va raccompagner quelqu'un à son logement. Donc, le but, c'est vraiment que chacun puisse avoir accès, évidemment, à NetSoins et puisse indiquer combien de temps on a accompagné, en tout cas, cet habitant. Donc, les kinés jouent le jeu aussi. Hein, et donc, quand ils ont des prescriptions d'aide à la marche ou autre, voilà, ils indiquent le temps passé avec l'habitant. Et donc, on peut se rendre compte sur la journée si on a bien atteint cet objectif au moins minimum des 20 minutes. Pour nous aider
évidemment, parce que ce n'est pas toujours évident, on a mis en place un atelier qui a lieu quotidiennement à 14h, parce que nous, à 14h, c'est le moment où toutes les équipes sont disponibles, toutes les équipes confondues. Donc, je parle de la cuisine, de la lingerie. Nous, la cuisine et la lingerie sont faites sur place, des ASH, des AS, des IDE, bien sûr, des référents. Nous, on a la chance d'avoir 2 référents humanitudes, des cadres, des administratifs, des comptables. Donc, tout le monde joue le jeu et descend dans notre grande salle d'activité qui sert aussi de salle de restaurant pendant une demi-heure, donc de 14h à 14h30. On a créé un fichier où, évidemment, tous les habitants sont indiqués dessus et on les a classés par la classification, tout simplement, Ginès Marescotti, mais ça, je pense que Annie de Vigie vous expliquera mieux que moi, mais en effet, par soit c'est quelqu'un de debout, soit c'est quelqu'un assis debout, assis allongé ou autre, donc quelqu'un qui a de l'appui ou pas, qui peut être manipulé par un soignant ou par une personne lambda, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à pouvoir verticaliser des habitants en fonction de leur pathologie ou autre. Donc, on a un peu classé, si on peut dire ça, ces habitants pour les attribuer à certaines catégories de professionnels qui peuvent les faire verticaliser ou marcher en fonction, encore une fois, de leur capacité. Donc, on va avoir la chance, des fois aussi, de mélanger les équipes, puisque certaines personnes doivent être verticalisées à 2 personnes, 2 soignants au sens large. Et donc, ça vous permet, vous aussi, en tant qu'équipe, potentiellement de discuter avec un agent hôtelier, moi en tant que directrice, où je n'aurais pas forcément l'occasion de passer un petit temps avec elle, avec l'habitant. Et donc, on choisit après, avec l'habitant, en fonction de ses envies, ce qu'on va lui faire faire pendant cette demi-heure. Donc, ça peut être aller marcher dehors dans la rue s'il a envie de sortir, aller au jardin ou simplement rester dans la salle. Et puis, pour ceux qui souhaitent rester dans la salle, on a mis une thématique en place qui change tous les 2 mois, qui est décidée en copie, puisqu'évidemment, on fait des comités de pilotage avec les référents humanitudes, etc. Et nous, en plus, on fait une réunion tous les vendredis avec les référents humanitudes. Et donc, on fait le point sur cet atelier. Et ça nous permet de déterminer une thématique qui pourrait être vue aussi en amont avec les animatrices et les habitants, qui change donc tous les 2 mois. Et donc là, par exemple, à l'époque des JO d'hiver, on avait mis tout simplement des jeux de fléchettes, un jeu de foot, du basket. Et donc, il y avait un circuit à faire dans la salle tout simplement de restaurant avec les habitants pendant cette petite demi-heure. Et puis, évidemment, s'ils arrivaient à mettre un panier ou autre, ils avaient le droit à des chocolats. Donc, tous les jours, je peux vous dire que c'était le rendez-vous à ne pas manquer pour avoir le chocolat de 14h à 14h30. Et c'est quelque chose qui marche très bien et qui permet, encore une fois, cette pluridisciplinarité autour de l'habitant et de retrouver du sens à faire marcher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, en effet, l'autonomie, elle ne nous est pas très récompensée par les autorités de tutelle, malheureusement, parce que nous, ça nous est arrivé, ce que je ne pensais pas possible à l'époque en EHPAD, de retrouver des gens qui repartaient à domicile parce qu'ils étaient bien retapés après ces ateliers de vivre et mourir debout. Donc, ils sortent par la grande porte et rentrent à domicile ou vont aller en résidence ou autre. Donc, ce n'est pas que la fin de vie l'EHPAD, bien au contraire. À travers ce vivre et mourir debout, on a aussi un atelier qui s'appelle le zéro fauteuil pour rendre aussi de la dignité. Alors après, je ne veux pas tomber sur la singularité ou autre, je laisserai la parole à mes collègues. Mais on fait en sorte que les personnes, en tout cas, passent du temps ou au moins le temps du repas sur un vrai fauteuil ou sur une chaise et pas sur leur fauteuil roulant. Donc, il y a tout un système de transfert qui est fait. Et pour assurer ces transferts, je vais rebondir sur ce que disait Annie, c'est qu'on a notre cher Dossé qui travaille chez nous depuis 1997. Donc, il en a vu passer, il a vu l'établissement changer à travers notamment le label et on est ravi puisqu'il est référent. Il fait des ateliers donc tous les mercredis à 11h auprès de ses collègues qui est sur le temps des transmissions. Donc, concrètement, comment ça marche? Les soignants vont faire les transmissions à l'infirmière pendant la matinée avant l'atelier et le temps de l'atelier est vraiment réservé aux techniques de manutention de l'humanitude avec les transferts justement du fauteuil à une chaise ou du lit au fauteuil ou la technique du canoë comme en ont parlé les collègues tout à l'heure. Voilà, donc il y a tout un système de manutention qui fait qu'aussi ils apprennent à vraiment bien manipuler les personnes. Donc on enlève tous les cas de qu'on appelait la maltraitance un peu du fait justement du manque de formation, puisque finalement, et on fait mal aux habitants et nos salariés se font mal. Donc là, ça a vraiment réduit aussi le taux d'accident de travail. Ça, c'est très important d'en parler parce que le vivre et mourir
Debout agit aussi sur la qualité du travail, sur le travail en équipe. Et donc, à travers cet atelier qui a lieu tous les mercredis à 11 heures, voilà, il y a ce coaching qui est mis en place par notre référent pour apprendre et remettre au goût du jour, on va dire, les techniques de manutention de l'humanitude qui peuvent être oubliées quand il y a juste une formation par an. Voilà ce que je peux vous dire, je pense à peu près sur le vivre et mourir debout, à moins que j'ai oublié quelque chose. Mais en fait, on est vraiment dans l'objectif. Le rêve, c'est d'aider à verticaliser les personnes 20 minutes par 24 heures. Et ça ne s'organise que en pluridisciplinaire et en effet sur 24 heures. On ne peut l'imposer, enfin, ça ne s'impose pas autrement. Et ça se digère dans les organisations. Exactement. Et avec les ateliers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est individuellement, il faut que chaque professionnel monte en compétence avec les techniques qu'on lui enseigne, mais derrière, ça veut dire que le comité de pilotage et les référents sont très actifs pour tenir dans le temps, via les ateliers, via les évaluations, l'ensemble de la démarche. Alors, on passe au lieu de vie, lieu d'envie. Oui, lieu de vie, lieu d'envie. Alors, on a fait en sorte que les habitants prennent part évidemment à la vie de leur maison, parce que bon, même si je pense que malheureusement on ne remplacera jamais le domicile, on veut faire en sorte qu'ils se sentent un maximum chez eux. Donc, ils peuvent personnaliser notamment leur logement, mais ça, c'est un autre volet. On a également créé des comités, on va dire des groupes d'acteurs au sein de la maison sur des thématiques aussi qu'ils ont choisies ou sur lesquelles on a besoin aussi de leur investissement parce que c'est du donnant-donnant, bien sûr. Donc, notamment un groupe d'acteurs sur l'architecture de l'établissement, sur le jardinage, donc notamment les espaces verts, sur les sorties, sur la restauration. Et donc, c'est comme un peu des comités de syndic, hein, on va dire ça comme ça, qui donnent leur avis sur ce qu'ils veulent faire. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, au travers justement de ce dernier groupe d'acteurs de cette réunion sur l'animation, on a des habitantes qui sont venues avec un papier avec marqué Madame la directrice, on veut plus de vacances, on veut plus de vacances. Alors bon, je me demandais si elle parlait à la place des salariés, mais non, elle voulait bien partir elle en vacances. Donc là, on travaille sur un projet avec eux, justement de pouvoir les emmener peut-être 4-5 jours dans un autre endroit, les faire prendre l'air avec nos soignants. Et voilà, ça fait partie des choses qui émergent comme ça, des idées qui émergent grâce justement aux habitants, parce que c'est eux qui construisent la vie de la maison. Donc, il y a des tas de groupes différents. Il y a un groupe de sport aussi, donc ils nous ont demandé à pouvoir aller voir les matchs. Donc, pareil, on va leur mettre un grand écran télé quand c'est quand même Nantes qui a gagné, hein. Mais bon. Oui. Tout à fait. Alors, ils ont le plateau télé, ils nous demandent des chips. Enfin, bon, voilà. Donc, après, encore une fois, c'est un travail pluridisciplinaire parce que ça veut dire intégrer la cuisine, intégrer les filles de nuit parce que voilà, c'est un travail qui va se reporter à ce moment-là sur elles. Donc, voilà, c'est cette histoire de lieu de vie, lieu d'envie. Grâce également au rôle du référent, on arrive à leur faire des sorties 2 fois par semaine, ce qui est quand même, je pense, très confortable. Nous, c'est tous les mercredis et jeudis. Comment ça marche concrètement, encore une fois? Le référent va prendre la moitié tout simplement d'un secteur, enfin d'un classeur de soins d'un autre collègue. Et puis, ça va leur permettre de terminer les soins évidemment bien plus tôt, donc généralement vers 9h30. Et à ce moment-là, il y a un planning qui est décidé de mois en mois pour qu'évidemment tous les habitants puissent sortir à leur tour et aussi que tous les salariés qui s'occupent de ces habitants puissent sortir à leur tour aussi pour partager un temps autre que dans la structure avec les habitants. Donc tous les mercredis et les jeudis, ça va être sorti, encore une fois décidé par les habitants. Donc ça peut être aller boire un café sur une place pas très loin dans la ville, ça peut être aller se balader dans des jardins, ça peut être aller dans une boulangerie. Alors à un moment donné, malheureusement, notre coiffeuse était atteinte du Covid, donc il y a 10 dames qui nous ont demandé à pouvoir aller chez le coiffeur, mais en ville. Donc on avait prévu cette sortie-là. Et encore une fois, toujours en lien avec la volonté des habitants. Ça permet d'avoir des très bons moments et encore une fois, une meilleure relation de confiance avec les soignants, à partager autre chose. Les familles aussi sont prévenues en amont par un petit mail, tout simplement, ou les tuteurs. Et voilà, ça permet que tout se passe au mieux. Et nous, encore une fois, on a de la chance d'avoir notre base à nuit pour que tout ce système
d'animation, on va dire, sans parler des animations qu'on a 7 jours sur 7, et puissent continuer après le rush du soir qui est toujours anxiogène pour nos habitants quand voilà, les soignants s'en vont à 20h. Non, il y a déjà dès 19h une prise de relais qui est faite avec ce qu'on nous, on a appelé les veillées. Et donc, encore une fois, ils vont choisir un petit peu avec les ASG qui s'occupent d'eux le soir ce qu'ils vont faire. Ils déterminent le programme de semaine en semaine. Et puis, alors, donc, tous les samedis soirs, maintenant, il y a une boom à l'EHPAD parce qu'ils ont décidé de faire soirée dansante le samedi soir. Et puis, ça va être regarder un film. Alors, ils décident du film, etc., ou les infos ou autres. Et encore une fois, ça permet d'enlever ce taux d'anxiété. Et même pour nos soignants qui savent qu'ils ont 10 couchers à faire le soir, non, ils peuvent relayer directement aussi avec le pas à nuit pour tout simplement prendre le temps et pour que les habitants puissent aller se coucher à l'heure qu'ils veulent. Voilà ce que je peux à peu près vous dire là-dessus. Merci beaucoup. C'est important qu'on dise que la Croix-Rouge russe, comme tous les autres établissements autour de la table, là, vous communiquez beaucoup. Et vous communiquez sur les pages Facebook notamment de l'établissement. Et donc, si vous voulez retrouver la boum du samedi soir et les dernières sorties des habitants de la Croix-Rouge russe ou les habitants d'autres structures, n'hésitez pas à les fouiller sur Internet. Vous allez être surpris de la vie et de l'envie qu'il y a jusqu'au bout dans l'établissement. Et c'est vrai que c'est toute une philosophie parce que, je parle souvent de Dossé, mais c'est vrai que nous, c'est un pilier dans l'humanitude et aussi dans notre maison, qui me dit, vous savez, moi, Madame Biro, je viens pas à travailler, je viens rendre visite. À partir de là, vous avez tout gagné. C'est vraiment une histoire d'accompagnement. Et pour la qualité de vie au travail aussi, dans cette histoire de lieu de vie, lieu d'envie, on le fait aussi pour les salariés puisqu'on fait des activités de team building chaque année. Et ça, c'est très important. Donc, la dernière, c'était Koh-Lanta. Vous verrez aussi les photos sur Facebook si vous souhaitez y aller. Et ça ancre vraiment ce principe de vie dans l'établissement et aussi pour les salariés. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu le principe zéro soin de force, vous avez vu lieu de vie, lieu d'envie, vivre et mourir debout. On va enchaîner sur les principes respect de la singularité et ouverture sur l'extérieur. Alors, comment ça se passe à l'EHPAD Les Mimosas, dites-nous. Alors, le respect de la singularité, en fait, c'est toute une démarche qui n'est pas si facile à mettre en place parce qu'il faut, quand on est dans un EHPAD ou un autre établissement, il y a une vie collective et il y a une vie, je dirais, privée, individuelle. Et tout l'art, en fait, consiste à trouver le bon dosage entre la vie collective et le respect de la singularité, de l'intimité de chaque habitant, en fait. Chaque habitant qui arrive a une histoire différente, a une famille différente, a des attentes différentes, matérialisées dans le pape. Et il faut effectivement que toute l'équipe entière puisse effectivement reconnaître que Madame X ou Monsieur Y a besoin à tel moment d'un moment d'intimité qu'on matérialise par une pancarte à la porte où c'est marqué sur le devant de la pancarte, vous avez une image que l'habitant choisit en arrivant et derrière, vous avez ne pas déranger. Donc, l'habitant peut à tout moment mettre sur sa porte ne pas déranger. Les soignants, quand ils font les soins, ils tournent la pancarte ne pas déranger. Les familles, quand elles veulent avoir un moment avec leurs parents où on ne les dérange pas, même pour le goûter, on s'en fiche que le goûter ne soit pas donné ou qu'il soit donné à un autre moment. À ce moment-là, la famille met ne pas déranger, matérialise la pancarte et comme ça, elle peut avoir un moment avec son parent. Donc ça, c'est un gros travail, je trouve, pour l'établissement de pouvoir organiser ces respects-là, en fait. Respect aussi de l'intimité, notamment par rapport à, je dirais, les affinités, les rencontres qu'il peut y avoir au sein de l'EHPAD. Donc, l'EHPAD Les Mimosas est organisateur de cafés sexo. Et toutes les équipes sont formées à
au fait de bien respecter l'intimité des habitants, voilà, ne pas les déranger. Voilà, et leur sexualité. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait fait le café sexo, donc on a une sexologue qui est pas loin de la maison de retraite, donc elle vient former les équipes. On lui adresse aussi des habitants, parfois, quand les équipes pensent que c'est nécessaire. Et elle était venue elle était venue présenter effectivement son travail à une réunion des familles. Et on avait ouvert le café sexo aux autres établissements. J'avais découvert d'ailleurs ces petites pancartes. Voilà, je trouve que enfin, voilà, tous ces établissements qui sont labellisés ou qui sont en cours de label ou qui travaillent dans le sens de la philosophie de soins et humanitude, enfin, je trouve que quand vous rentrez dans cette démarche-là, en fait, vous ouvrez vraiment, vous ouvrez vos antennes et puis du coup, vous osez. Enfin, moi, je pense que voilà, cette philosophie de soins nous a permis aussi d'oser beaucoup de choses qu'on n'aurait pas forcément osé avant. Par exemple, pendant la période de confinement, on a un habitant qui a son épouse qui n'est pas très âgée, au regard de sa pathologie, il est en EHPAD. À un moment donné, donc c'est une épouse qui vient aider à donner le repas à son mari tous les jours. Mais avec le confinement, du coup, on avait fermé les portes. Et à un moment donné, on trouvait que cet habitant, il n'était pas très bien. Donc, du coup, moi, j'ai décroché le téléphone et j'ai proposé à son épouse de venir habiter au Mimosa jour et nuit, en fait, avec son époux. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément imaginé faire avant. Pareil, il y a un habitant, il habitait avant derrière la maison de retraite. Et donc, il avait l'habitude d'aller et venir tout le temps, toute la journée. Il allait faire son jardin, il revenait. Il allait boire un café avec son fils, il revenait. Et du coup, quand on a fermé les portes, il a quand même beaucoup réagi, cet habitant. Donc, pareil, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé le fils en disant, vous ne voulez pas prendre... qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là, il va beaucoup réagir. Du coup, ça va être une contention pour lui. Donc, et nous, on était malheureux de voir cette personne vraiment vouloir mener la vie qu'il avait avant, puisqu'il allait, il venait de chez lui à ici, d'ici à chez lui. Donc, lui, il est parti, il est parti 2 mois. Il est parti 2 mois chez son fils. Et puis, vraiment, du coup, en plus, il a fait beau cette période-là, donc il a refait du jardin avec son fils. Après, il est décédé quelques temps après et son fils nous a écrit une lettre en disant, mais quelle bonne idée, quelle bonne idée vous avez eue. Avant que son papa rentre, c'était difficile la nuit parce qu'il n'arrivait pas à dormir. C'est pour ça qu'il est rentré aussi, parce que le fils s'épuisait. Nous, on l'a restabilisé au niveau du sommeil. Ça fait quoi ce que disait madame, qu'on aide les personnes à repartir à domicile. Et donc, ça a fait... nous, on l'avait stabilisé la nuit. Donc, on avait réussi à stabiliser sa situation de sommeil la nuit. Donc, il est reparti à domicile. La nuit, il dormait. Donc, son fils a pu effectivement avoir 2 mois de vie encore, de grande proximité avec son papa. Et du coup, voilà, pour faire le deuil aussi, quand son papa est décédé, il avait ses souvenirs positifs. Je dis, les missions de l'EHPAD sont extrêmement élargies avec la philosophie de soins et on peut les élargir encore et encore et toujours, quoi. Je trouve que ça n'a pas de limite, en fait. Si, ça a les limites qu'on veut bien se donner. Or, je pense que ce n'est pas la peine qu'on s'en donne des limites. J'écoute là les autres établissements et je me dis, on est tous différents, on est tous engagés dans cette philosophie et on a tous des équipes différentes, mais je trouve que voilà, chacun, effectivement, prend ses principes et les fait vivre au quotidien. Et je trouve que c'est un côté, c'est magique, quoi. C'est beau et c'est magique, quoi. Et je trouve que ça donne du baume au cœur aux habitants, aux familles, à tous les salariés. Enfin, c'est magnifique, quoi. Enfin, en tout cas, c'est exactement ce qu'on nous dit toujours. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible que ce soit possible? Et bien là, vous avez des équipes qui vous disent que ça l'est. Mais bien sûr, c'est possible. Après, voilà, comme il nous est demandé dans le référentiel humanitude, il faut bien sûr l'engagement de la direction, il faut l'engagement des équipes, il faut appliquer les principes. Si on prend les choses étape par étape, si on y croit, bien sûr,
on défend cette philosophie, si on applique les principes étape par étape, si on arrive à fédérer ces équipes autour de ces principes-là et de cette philosophie, ce n'est pas simple parce que ça demande de revenir sur plein de choses, par exemple l'organisation, je dirais, des petits déjeuners. Enfin, je vais parler de la bière. Nous, on fait des moules frites. Voilà, on va parler de la bière et après, on va laisser la parole à Françoise sur l'engagement de la direction. On va parler de la bière, c'est juste par rapport à la singularité. Nous, on fait des moules frites tout l'été. On est en Vendée. Hein. Vous voulez venir nous voir, on mangerait des moules frites. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, moi, je dis, on boit de la bière. Enfin, ici, ils boivent plutôt du vin, mais quand même, on peut boire de la bière avec des moules frites. Donc, je vais en cuisine, je dis, est-ce que vous avez de la bière? Bon, ben non, on n'a pas de bière. Bon, j'ai fait le tour un peu des habitants. Est-ce que vous aimeriez avoir un peu de bière? Oui, on aimerait bien. Donc, je vais en cuisine, je dis, ce serait bien de commander de la bière. Alors après, les salariés, ça c'était il y a quelques temps, hein, il y a longtemps même, elles me disent, oui, mais il n'y a que 3 habitants qui vont boire de la bière. Ah oui, mais il est où le problème qu'il n'y ait que 3 habitants qui boivent de la bière? C'est-à-dire, un habitant peut boire de la bière, l'autre peut boire du rosé, l'autre peut boire du rouge. Enfin, c'est ça le respect de la singularité. Et c'est vrai que les équipes, il faut les amener à réfléchir comme ça, de cette façon-là, ouvrir les portes pour que toutes les possibilités, pour que chaque habitant qu'on puisse tenir compte de sa singularité. Et même s'il n'y avait qu'un habitant qui boit de la bière, il est où le problème, quoi? Donc, il faut accompagner les équipes dans tout ça, en fait. Voilà. Et donc, le mot de la fin, on va le laisser à Madame de Saint-Pel parce que vous avez… moi, j'aurais besoin que vous nous racontiez l'engagement de la direction. C'est-à-dire, pour que le label se mette en œuvre, vous avez vu, il faut forcément que les équipes y aillent, mais il faut que ce soit tiré et accompagné. Alors, on va vous laisser l'explication de tout ça, Madame de Saint-Pel. Oui, bien, écoutez, c'est sûr que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humanitude, déjà, je me suis aperçue que j'avais déjà mis en place ça, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Je faisais faire de l'humanitude et je faisais de l'humanitude avec mes équipes sans le savoir. Donc, c'était une évidence. Et c'est vrai qu'après, il a fallu convaincre l'ensemble des professionnels que c'était vraiment comme ça qu'ils trouveraient du sens à leur travail et que pour eux, ce serait plus facile. Il faut bien avouer quand même que beaucoup de professionnels en gériatrie s'en vont le soir mécontents de ce qu'ils ont fait. On entend leurs récriminations et c'est bien légitime, l'impression d'avoir maltraité les gens, de ne pas avoir fait le travail comme ils avaient envie de le faire, d'être en opposition en permanence à leurs valeurs et donc ça rend malheureux forcément. Alors c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, hein, il faut convaincre les équipes, il faut convaincre les professionnels et plus ils sont formés, plus ils sont diplômés, plus c'est compliqué. Parce qu'ils sont passés par le moule des instituts de formation où l'humanitude commence juste à faire son entrée. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un gros travail à ce moment-là pour accompagner les équipes. Donc, c'est vrai qu'on a mis en place des réunions mensuelles avec des représentants de chaque unité de vie, puisque dans l'établissement, actuellement, il y a 4 unités de vie. Donc, dans chaque unité de vie, il y a 2 référents humanitude. Alors, pas les référents au sens de l'humanitude, parce que là, on a 2 référentes, 2 infirmières qui ont été formées pour ça, mais dans chaque service, il y a 2 personnes qui sont le relais entre le comité de pilotage et les équipes et qui mettent en place des actions et puis pour sensibiliser leurs collègues, pour leur apprendre. Tout à l'heure, une personne disait c'est une habitude, après ça devient quelque chose d'un peu automatique et on a une équipe par exemple qui a mis en place des tas de petits jeux dans son service, dans les couloirs, des petits jeux pour réviser le vocabulaire, pour s'approprier des notions quand on est nouveau dans l'établissement. Donc
cette démarche, cette réunion mensuelle, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est important que le directeur ou la directrice y participe. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, moi, je suis en retraite, je n'ai pas de remplaçant pour l'instant et je ne sais pas si ma remplaçante intérimaire participe à ces réunions, mais c'est vrai que on en avait discuté. Bon, pour elle, ça lui semblait important de montrer qu'elle voulait que ça continue, même si elle n'est pas du tout dans cette démarche-là pour l'instant. Et j'espère qu'elle a pu le faire au milieu de toutes ses obligations, puisqu'elle cumule 2 postes là. Et j'espère que bientôt, il y aura une nouvelle directrice ou un nouveau directeur pour pouvoir accompagner les équipes, parce que c'est vrai que c'est important de savoir que c'est quelque chose qui est porté. Et ça peut aussi effrayer certains directeurs. Bon, c'est vrai que ça fait partie certainement des choses qui font qu'il n'y a pas de candidat, c'est que c'est une exigence pour le directeur de s'engager, de se bagarrer un petit peu, de faire valoir son point de vue. Et c'est vrai qu'on est amené à prendre des décisions. Par exemple, en mars 2020, j'ai pris la décision de ne pas confiner les résidents en chambre. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'établissements en France où cette décision-là a été prise. En tout cas, à Saint-Germain-la-Ville, nous l'avons fait. Nous n'avons pas eu de cas de Covid à ce moment-là et les résidents, enfin, les habitants ont très bien vécu cette période, même si bien sûr leurs familles, leurs proches leur ont manqué. Tout a été fait pour quand même tisser du lien à travers la page Facebook, à travers des visios, mais c'est vrai que c'est la décision du directeur. Il n'y a que le directeur qui peut prendre cette responsabilité-là, avec les risques que ça sous-entend, hein, parce qu'au niveau de l'Agence régionale de santé de notre région, on passe un peu pour des fous. Mais peu importe, en fait, le soir, quand on quitte son travail ou quand on prend sa retraite et qu'on voit tout ce qui a été fait, on est fier de son travail et on se dit que ça vaut le coup que le directeur s'implique vraiment fortement. Et bon, c'est vrai que le noctambule, c'est mon idée. Après, j'ai entraîné l'équipe derrière, mais c'est mon idée parce qu'à regarder ce qui se passait la nuit, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser les équipes dans cette misère nocturne et qu'il fallait bien trouver quelque chose pour faciliter le travail. Alors, c'est vrai que dans notre établissement, on a un GMP qui approche parfois les 800 et un PMP qui est à 305, donc avec des personnes qui ont des troubles très, très importants. Et malgré tout, ça vit, ça bouge, les portes ne sont pas fermées, les gens vont et viennent. Et on espère beaucoup des nouveaux bâtiments où là, dans des appartements de 13 chambres, on va pouvoir vivre presque comme dans une colocation. Eh ben merci, c'était le mot de la fin. Vous avez eu autour de la table 4 exemples très concrets de ce que c'est que ce label Humanitude. Vous avez des équipes motivées, vous avez des équipes qui souffrent aussi, des équipes qui réclament et qui se battent pour défendre leurs moyens, faire évoluer les formations initiales, défendre les équipes qu'elles ont pour qu'elles puissent être financées et continuer d'être financées et augmenter au regard des besoins des personnes qu'elles accompagnent. Mais c'est possible d'aider à vieillir debout, ça demande de l'aide et donc on espère que ce partage va vous motiver à nous rejoindre ou en tout cas de nous soutenir mutuellement dans cette démarche. Jérôme, je te rends la parole. Merci à toutes, on n'est pas en avance. Merci Annie. Très rapidement, allez, on a quelques questions, si vraiment on peut répondre, allez, pas par oui, par non, mais allez, je rejoins les 2 questions. Quels sont les critères pour que mon établissement soit labellisé avec Humanitude? Je pense que les critères Alors en fait, il faut répondre à 80%. Pour cette réponse, il faut répondre à 80% des 500 critères qui sont derrière le label, donc il faut 3-4 ans en général. D'accord. Et quelles sont les démarches à suivre? Donc, il faut contacter qui pour commencer? Il faut contacter son institut Gineste Marescotti de région qui va vous engager dans la démarche de formation. Puis quand vous serez prêt, vous conventionnerez avec l'association qui a créé, qui délivre le label, qui s'appelle Assume-Vie. La question qui fâche, combien ça coûte? Ça va coûter le temps de formation des établissements, du nombre d'équipes que vous avez à former.
En règle générale, ça va vous prendre quasiment tout votre budget de formation pendant plusieurs années. C'est entre 20 et 25 000 euros selon la taille de la structure. Le label en lui-même coûte 5 000 euros, c'est-à-dire le coût de la visite de formation plus les visites de suivi qui suivront, sachant que le label exige une auto-évaluation annuelle. J'ai coupé mon micro parce que j'avais éternué. Et, quand on obtient le label, c'est pour combien de temps? Il dure 5 ans. Donc, le label dure 5 ans, mais tous les ans, le label exige que les établissements rendent une auto-évaluation annuelle et au cours des 5 ans, l'association a suivi renverra des experts sur site pour vérifier que le label est tenu. Sachant qu'Assumvi et le label a été créé par les établissements eux-mêmes. Vous avez autour de la table les membres d'Assumvi qui sont aussi des membres des visiteurs qui vont dans les autres établissements s'évaluer. Ce sont les pairs qui évaluent les pairs. Et dernière question, peut-être une question qui fâche, est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu du bon sens sur certains points qui ont été mis en avant? On avait à un moment, je me rappelle, avec les petits lapins, là, toc, 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 il faut frapper, il faut rentrer. Voilà, On a une remarque, bon, c'est du bon sens, non? Oui, c'est un sens qui est affirmé et qui est défendu, c'est-à-dire qu'on défend le zéro soin de force. Ça n'est pas si simple que ça que de le faire, d'autant plus quand on est dans des environnements professionnels où on a appris des techniques qui peuvent se retourner contre nous quand on est face à des personnes qui ont des troubles du comportement. Ouais. Les techniques humanitudes, il faut les apprendre pour limiter les troubles et pour se faire du bien autant qu'on fait du bien à l'autre. Et c'est vraiment indispensable de les apprendre. Ça n'est pas du bon sens. Eh ben, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous. Merci de cet échange. Merci la Sylvarico. Un autre récit sur les EHPAD est possible. Merci d'avoir écrit ce récit. Et puis, on démarre une session de networking là, sur le site sylvarico.org/Digital Days. On se retrouve dans 50 minutes pour un autre webinaire. Après ça, puis, on se voit à Cannes en septembre. Absolument. Allez, jingle de fin et rendez-vous à Cannes. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir les équipes. Au revoir les Au revoir Annie. Au revoir mesdames. Au revoir tout le monde.